Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour chers auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 5 novembre 2015. Alors nous allons poursuivre notre discussion d'il y a 2 semaines autour d'un livre passionnant dont je redonne le titre « Les Arabes, leur destin et le nôtre, histoire d'une libération ». C'est publié aux éditions de la Découverte et j'ai le plaisir d'en parler à nouveau avec son auteur. Bonjour Jean-Pierre Fidu. Bonjour. Alors, pour rappel, vous êtes professeur en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris et auteur d'une douzaine d'ouvrages sur le monde arabo-musulman. Votre livre, en moins de 250 pages, retrace la traversée de 2 siècles dans le monde arabe. Cet univers nous a surtout renvoyé une image de violence, et il continue de le faire à travers tous les conflits qui le traversent. Mais dans la première moitié de cet entretien, nous avons évoqué autre chose. Nous avions évoqué les Lumières, la Narda, le combat pour l'indépendance. Alors, nous étions arrêtés à 1970. On continue donc votre livre, je suis à l'époque que nous vivons aujourd'hui. Alors, il s'est passé tellement de choses en 45 ans qu'il m'a fallu faire des choix sur les sujets. On évoquera les révolutions des printemps arabes 2011. On n'aura pas le temps de traiter en détail la situation actuelle en Syrie et en Égypte. On en a parlé récemment dans ma série. On évoquera rapidement le conflit israélo-palestinien, qui n'est pas le sujet central de votre livre. Mais je tiens à ce qu'on passe en revue plusieurs pays qui n'ont pas été évoqués lors de notre entretien précédent. Et on va commencer par l'Algérie. Je vais vous poser déjà une première question. Est-ce qu'on ne peut pas dire que dès le départ, on a eu, avec la guerre d'indépendance menée par le FLN, jusqu'au pouvoir d'aujourd'hui, une sorte de Janus nationaliste d'un côté, islamiste de l'autre? Effectivement, la guerre de libération qui était menée par le FLN en langue française était un djihad en langue arabe. C'était des moudjahidines. Et l'organe du FLN jusqu'à aujourd'hui s'appelle le moudjahid. Et donc on avait cette imprégnation islamique quand on refusait, quand on boycottait les élections de l'administration française, men yantakhaba kafara, celui qui votera sera un infidèle, sera un traître à la patrie. Donc l'identification entre l'appartenance à l'islam et la nation algérienne était d'emblée posée comme un acte de foi. Alors, deuxième point, vous écrivez, page 150, à propos de l'accord gazier sur 20 ans signé avec l'Algérie, c'était au moment où la gauche était au pouvoir en France, sous Mitterrand. La France croit traiter avec un État animé par la recherche de l'intérêt national, alors même qu'elle s'adresse à un régime obsédé par l'accaparement des ressources nationales à son profit. Vous pensez vraiment que c'est un régime de type mafieux ou qu'il l'était à l'époque ? Il est très clair que la gauche française tombe de haut. Elle fait des propositions extrêmement généreuses à l'Algérie avec une surcote de 14% du gaz pour permettre des projets de développement. Mais cette surcote est publique. Elle ne permet pas de détourner la rente des hydrocarbures comme le régime algérien est habitué à le faire. Et cette distinction entre État et régime, je la pose pour l'ensemble de ces systèmes. Parce qu'on voit bien qu'on croit, comme le faisait la France à l'époque, qu'on traite avec un État et que donc on a la même logique de part et d'autre de la Méditerranée, alors que le régime, lui, ne s'identifie pas aux intérêts nationaux. Et dernier point, après avoir évoqué la terrible guerre, donc la guerre civile des années 90 contre le JIA, vous dites d'ailleurs qu'elle a fait 150 000 morts ou plus, vous écrivez « L'armée tolère un terrorisme résiduel après ». Est-ce que c'est par impuissance ou est-ce que c'est pour des motifs plus troubles ? Alors, il est clair que si l'armée pouvait se débarrasser une fois pour toutes de cette menace terroriste, elle le ferait. Mais il n'y a pas que l'armée qui est en jeu. Il y a les très puissants services de renseignement, ce qu'on appelait la sécurité militaire, la SM, aujourd'hui le département du renseignement et de la sécurité, DRS, qui sont ceux qui ont traité avec les maquis djihadistes pour les amener d'abord à des cessez-le-feu,
ensuite à ce qu'on a appelé la réconciliation et la concorde. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le jeu n'est pas transparent. Très bien. Alors on va parler maintenant d'un autre pays, plus lointain, quasiment ignoré par nos médias, mais pourtant il s'y déroule ces dernières années une guerre civile effroyable, le Yémen. Alors j'aimerais que vous nous rappeliez peut-être la première guerre civile des années 60, bon, ce qui s'est passé après, parce qu'aujourd'hui il y a une nouvelle guerre civile. Cette fois-ci, l'Arabie Saoudite et ses alliés interviennent directement contre les rebelles houthis, qui sont les protégés de l'Iran. Mais il y a aussi, pour compliquer le tout, des territoires contrôlés par Al-Qaïda. Quelle est la grille de lecture qu'il faut prendre aujourd'hui? Est-ce que c'est chiites contre sunnites, djihadistes contre pro-occidentaux? Qu'est-ce que vous en pensez? Ma grille de lecture principale est toujours la même. C'est celle dictature contre population. Et on voit bien que Ali Abdallah Saleh, donc le dictateur, l'ancien président, qui est resté, oui, l'ancien président, mais qui tire encore beaucoup de ficelles. Hein. Donc il était au pouvoir de 1978 à 2012 sur le Nord-Yémen et de 1990 à 2012 sur l'ensemble du Yémen. Et ce pouvoir qu'il a fait semblant de céder, en fait, il en a conservé l'essentiel pour jeter de l'huile sur le feu, d'abord du côté des djihadistes, ensuite du côté de cette insurrection que vous avez évoquée, qui est soutenue par l'Iran. Il faut voir qu'aujourd'hui, la coalition menée par l'Arabie, elle combat des unités constituées, dont des forces d'élite, qui sont la garde présidentielle de l'ancien chef d'État. Sinon, on ne serait pas à ce niveau de violence effroyable. Donc des sunnites qui ne sont absolument pas des houthis. Alors, on a des sunnites, on a des zaïdites, mais je voulais juste insister sur le fait qu'on pose souvent sunnites et chiites au Yémen comme ailleurs, comme des ennemis inconciliables, voire éternels, alors que le Yémen a connu une foultitude de conflits au cours du millénaire écoulé, mais jamais le conflit sunnite-chiite qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc je ne le nie pas, mais il est le fruit d'une dévastation du système politique, fondamentalement de la responsabilité de l'ancien dictateur. Alors, dernière question avant la pause, toujours à propos de ces grilles de lecture simplistes qu'on peut avoir. Donc il y a sunnites, chiites, ou alors laïcs contre islamistes. Et là, je voudrais qu'on évoque la lutte finalement qu'il y a eu. On l'a complètement oublié, cette lutte. C'était entre les deux branches du parti Baas, qui lui est un parti nationaliste arabe théoriquement laïque, et cette lutte a opposé l'Irak de Saddam Hussein à la Syrie de Hafez al-Assad, sur fond de guerre que Saddam avait déclenchée en envahissant l'Iran, et puis d'occupation du Liban par le régime Assad. Est-ce que vous pouvez rappeler cet épisode? Et alors, que penser du soutien du régime syrien, qui théoriquement opprimait les sunnites, mais qui a hébergé le Hamas, à la fois contre l'OLP et contre Israël, et puis qui a aussi soutenu les djihadistes sunnites contre les Américains après l'invasion de l'Irak en 2003? J'avoue qu'on ne comprend plus rien. C'est pourquoi je reviens à ce qui pour moi est fondamental, qui est la logique de ces régimes, qui n'ont pas une raison d'État, mais qui fondamentalement défendent un régime qui, en Irak, du temps de Saddam Hussein, était constitué autour d'un clan sunnite, et en Syrie, déjà du temps d'Hafez el-Assad et aujourd'hui encore, autour d'un clan alawite. J'insiste, un clan. Ça n'est pas la minorité sunnite ou la minorité alawite qui est au pouvoir. Elle est elle-même opprimée au sein de l'oppression. Mais ça creuse les lignes de fracture confessionnelle, et ces régimes ont beau agiter le nationalisme et l'idéologie laïque du matin au soir, au fond, ils ne fonctionnent que dans l'intérêt de ces cliques au pouvoir, ce qui a amené, comme vous le rappelez, Assad père comme Assad fils, à collaborer activement avec les formes les plus violentes de l'extrémisme sunnite. Jean-Pierre Filliou, dans les 2 minutes qui nous restent avant la pause, on n'a pas le temps de rentrer en détail sur ce qui est arrivé en Irak. Bon, tout le monde convient que l'invasion
par Bush fils en 2003 a été une erreur, une manipulation, mais surtout une erreur stratégique effroyable qui a permis l'implantation d'Al-Qaïda. Mais enfin, d'un autre côté, on a entendu quand même théoriser par les néoconservateurs à l'époque la nécessité d'un Moyen-Orient débarrassé de ses dictateurs. Et vous rappelez dans votre livre que la France s'y est opposée, tout président confondu. Est-ce que cette complaisance n'était pas aussi critiquable ? Absolument. Et je dis combien il est regrettable que le crédit immense que Jacques Chirac avait acquis dans son opposition à cette guerre calamiteuse d'Irak n'ait pas été utilisé pour pousser vers la réforme de ces régimes arabes, mais au contraire pour favoriser le statu quo. Ce qui est essentiel, c'est de reconnaître une fois pour toutes que les Arabes ont le droit à l'autodétermination, y compris contre leurs propres dictateurs, et que ce n'est pas un corps expéditionnaire étranger qui peut leur conférer cette liberté. En Irak, en 91, le peuple s'était soulevé et aurait pu renverser Saddam Hussein, et c'est Bush père qui l'a abandonné, y compris aux armes chimiques de Saddam Hussein à l'époque. En gros, votre récit tend à présenter l'OLP, dont vous rappelez qu'elle a utilisé la violence pour exister politiquement, bien sûr, mais qui serait devenue réaliste dès les années 70. Alors, il faut quand même rappeler le discours d'Arafat à l'ONU en novembre 74. Il avait quand même défendu l'idée d'un État unique qui devait remplacer Israël. La paix avec l'Égypte, vous dites, elle a laissé les mains libres à Israël pour la colonisation en Cisjordanie et Gaza, donc d'un côté, c'est vrai, factuellement, mais d'un autre côté, qu'a dit Arafat ? Il a dit, nous couperons les mains qui ont signé cet accord. Il y a quand même, entre 77 et les accords d'Oslo, il se passe du temps, et qui a été perdu. Alors c'est vrai qu'il y a, donc, côté israélien, des extrémistes qui refusent tout compromis, mais enfin, bon, on a l'impression que la tragédie du conflit est uniquement à charge contre un des acteurs. Mais il y a une question de fond aussi. À propos de l'échec des négociations de Camp David en 2000, mais aussi des tentatives, parce que Ehud Olmert aussi avait avancé beaucoup les choses à Annapolis, avant le retour de Netanyahou au pouvoir. C'est vrai que pour Jérusalem, c'est très délicat. Mais le fameux droit au retour qui a été réclamé tant par Arafat que par Mahmoud Abbas, ça signifierait aussi la mort d'Israël. Vous n'en parlez pas beaucoup. Effectivement, ce livre n'est pas centré sur le conflit israélo-palestinien. J'ai été beaucoup plus disert et détaillé dans mon histoire de Gaza. Alors, le droit au retour, il est couché dans une résolution des Nations Unies, de l'Assemblée Générale en 1948, la 191. La question n'est pas la question du principe. Dans les paramètres Clinton en 2000 et dans les accords de Tabat, qui sont restés inaboutis du fait de l'alternance en Israël, donc en 2001, il y avait une forme de résolution qui était l'admission de 20 000 réfugiés du Liban et une compensation symbolique et financière. Quant à l'OLP, je souligne dans le livre qu'en 1974, elle s'engage dans la logique d'une libération de la Palestine par étapes, mais il faut 14 longues années avant que Arafat n'endosse les résolutions des Nations Unies qui valent reconnaissance de l'État d'Israël, et encore 5 années de plus pour effectivement on ait la reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP par les accords d'Oslo. Très bien. Alors, il y a eu, je veux dire en marge de ces guerres israélo-arabes, la guerre du Kippour, mais le choc pétrolier immédiatement, donc le quadruplement du prix du pétrole, et puis deuxième choc pétrolier en 79, évolution du prix du baril en montagne russe, mais il y a eu une telle demande de la part des pays émergents en consommation de pétrole qu'il y a des États qu'on ne connaissait pas, on n'entendait pas du tout parler, qui sont devenus richissimes. Tout le monde a à l'esprit le spectacle surréaliste des forêts de gratte-ciel en plein désert dans les États du Golfe. Et pourtant, page 136 et suivante, vous parlez de la malédiction du pétrole. Alors pourquoi ? Parce que le pétrole est une rente. Et toute rente dans un système politique crée des mécanismes de dépendance, de clientélisme, de népotisme qui vont à l'encontre d'un exercice de la souveraineté populaire. On voit bien que la grande chance de la Tunisie,
c'est de ne pas avoir eu de pétrole et donc d'avoir posé dans des termes qui sont tout à fait comparables à ceux de nos pays l'équation du politique et de la responsabilité des élus. Ce n'est pas du tout le cas dans le Golfe, où on voit bien que le pétrole garantit une impunité, mais ça a été aussi le cas en Irak du temps de Saddam Hussein, en Libye du temps de Kadhafi, où le pétrole a permis de financer les délires les plus aventuristes de ces despotes. Alors, il y a parmi ces pays 2 États que, je veux dire, le grand public français confond souvent, mais entre lesquels on a l'impression qu'il y a un fossé de haine maintenant, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ma question, c'est est-ce que c'est dû à une rivalité en termes d'idéologie religieuse ou est-ce qu'il y a des raisons plus profondes ? Ce sont 2 États wahhabites, donc je le rappelle, cette forme particulièrement rigide, rigoriste, obscurantisme de l'islam sunnite, donc il n'y a pas de différent religieux. En revanche, d'un côté, on a un État lourd, très peuplé, qui est l'Arabie Saoudite, avec une famille royale de quelques 3000 princes, qui pèsent beaucoup sur le processus de décision. Et de l'autre, on a un État, si j'ose dire, postmoderne, léger, qui est pleinement coulé dans la mondialisation et qui du coup peut réagir beaucoup plus vite. Alors les rapports ont été très durs il y a quelques années du fait du soutien inconditionnel du Qatar aux frères musulmans que l'Arabie Saoudite combattait. Mais on a vu une réconciliation spectaculaire avec un changement de génération dans les 2 pays. Et aujourd'hui, l'obsession est d'endiguer la menace iranienne et la dictature de Bachar el-Assad. Donc là, ils sont plutôt sur la même longueur d'onde actuellement. Oui, avec là encore le risque que, étant sur la même longueur d'onde, mais n'ayant pas les mêmes réseaux, eh bien, il y a une forme de surenchère qui, une fois de plus, ne profite pas aux plus modérés. Tout à fait. Alors, Jean-Pierre Phidu, on l'a bien compris, votre livre est une ode à la liberté, à la démocratie. Donc, naturellement, vous êtes un défenseur absolu de scrutin totalement libre, respect des urnes. Et naturellement, vous critiquez l'interruption du processus démocratique en Algérie fin 91, qui a privé le Front islamique du salut de sa victoire électorale, ou le renversement de Morsi et des frères musulmans qui avaient été élus en Égypte, même si leur victoire était étriquée. Vous vous félicitez par contre du processus électoral dans la Tunisie de l'après Ben Ali. Et alors, oui, les islamistes ont perdu le 2e scrutin, mais vous dites, finalement, l'exercice gouvernemental leur est fatal. Donc, laissons-les gouverner et ils perdront au prochain coup. Je voudrais quand même faire 2 remarques. D'abord, les 2 ans d'Ennahda en Tunisie ont quand même laissé des traces. Il y a eu la construction de 500 mosquées salafistes, le développement de réseaux djihadistes, les attentats horribles qu'on a connus récemment. Et puis, alors vous allez me dire, c'est pas un pays arabe, mais enfin, on a quand même l'exemple de la Turquie avec l'AKP qui est au pouvoir depuis 13 ans. Ils viennent de regagner les élections, mais quand on voit comment ils traitent l'opposition, on peut aussi se poser des questions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je me permettrais de mettre la Turquie hors champ, parce que là aussi, il y a une histoire d'une construction nationale qui est tout à fait spécifique. La Tunisie a démontré que quand un parti islamiste prend une victoire électorale pour un blanc-seing qui lui permettrait de mettre en place un État partisan, eh bien, il en paye le prix. Et ça, c'est essentiel. Et je crois que cette leçon, elle a valeur bien au-delà de la Tunisie. Et d'ailleurs, le prix Nobel a récompensé non pas un parti ou l'autre, mais l'instance de dialogue qui avait permis en 2013 à la Tunisie d'éviter sans doute une crise de type égyptien, en permettant non pas aux nationalistes de l'emporter sur les islamistes et inversement, mais aux 2 formations de faire consensus. Quant aux salafistes et aux djihadistes, ils existaient en Tunisie bien avant, mais on les voyait moins. Je rappelle l'horrible attentat contre la Griba en avril 2002, première frappe d'Al-Qaïda après les attentats du 11 septembre. Et il y avait eu toute une autre
série d'attentats terroristes. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que la Tunisie soit assistée, à mon avis, bien au-delà de ce qu'elle l'est actuellement, mais aussi qu'elle ne paye pas le prix des tensions de ses pays voisins, que ce soit évidemment la Libye, bien sûr, mais dans une moindre mesure aussi l'Algérie. Alors nous arrivons donc à la fin de cet entretien passionnant. On va prendre un peu de hauteur. Dans votre chapitre intitulé « Révolution et contre-révolution », vous avez synthétisé en quelques pages très fortes les facteurs sociologiques qui expliquent pourquoi enfin la jeunesse s'est soulevée contre les dictatures à partir de 2011. Est-ce que vous pourriez les résumer très vite, dans les 3 minutes qui nous restent à l'antenne, ces facteurs? Et est-ce qu'à votre avis, ils vont rester le moteur d'une évolution démocratique pour les décennies à venir, et quels que soient les développements tragiques en Syrie ou ailleurs? La clé, c'est la transition démographique. Et on voit bien que en 40 ans, les Arabes ont effectué cette transition qui a pris 2 siècles à être accomplie en Europe. Vous pouvez donner des chiffres, par exemple, sur la natalité, parce que... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait plus d'enfants en France qu'en Tunisie. Les gens ne le savent pas. Voilà. Et que donc, on est dans des modèles familiaux à 2 enfants qui changent complètement le rapport à l'autorité, avec un surinvestissement dans l'éducation et donc une jeunesse très critique. Alors cela dit, l'Europe le sait de la manière la plus tragique, la démocratie, c'est pas de la mécanique, c'est de l'humain. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une génération qui a énormément appris, parfois dans les pires conditions, qui pour l'instant, et là aussi la Tunisie le prouve, n'a pas été pleinement intégrée dans le jeu politique. On voit que l'âge des dirigeants ne correspond absolument pas à celui de la population. Il y a donc une déconnexion. Mais pour prendre un autre parallèle chez nous, mai 68, c'était une vaguelette. Et on voit bien que pendant des décennies, les conséquences et les retombées en étaient senties. Alors vous imaginez que le tremblement de terre du monde arabe depuis 2011, lui il va continuer à avoir des répliques pendant longtemps. Je l'espère, je le crois, et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre pour la libération et l'émancipation individuelle et collective. Merci Jean-Pierre Filiu. Une dernière fois donc le titre de votre ouvrage, Les Arabes, leur destin et le nôtre, histoire d'une libération, c'est aux éditions La Découverte. Merci, amis auditeurs, de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.